Donc, je m'appelle Franck Chenot. On fait un petit cours de philo. Alors, je dis philo pour les nuls, mais c'est pas si pour les nuls que ça. Mon idée est simple. Elle est à chaque fois de donner envie de lire un bouquin. Et si déjà, en voyant des extraits, parce que j'aime bien m'appuyer, la philo peut faire un peu peur, et j'aime bien m'appuyer sur des vidéos et sur des philosophes d'aujourd'hui qui parlent, en fait. Et donc, qu'on va pouvoir écouter et découvrir. Et celui d'aujourd'hui s'appelle Razmik Kesheyan. Si vous avez l'occasion, l'éditeur Zone, il y a publié plusieurs fois des œuvres, notamment le premier de ses essais, La nature est un champ de bataille. C'est un essai d'écologie politique. Et l'idée, c'est de pouvoir faire découvrir ce qu'a voulu raconter Kesheyan. Et aujourd'hui, c'est ce livre-là qui m'intéresse, Les besoins artificiels, comment sortir du consumérisme. Je vais reprendre quelques morceaux de son bouquin qui vont me servir de plan. Hop. Si, comme je connais Monsieur Roméo, il y a 8 dossiers, c'est les 8 parties. Comme ça, si tu t'endors et que tu te réveilles et que tu es au 6, bah, tu sauras que tu es là. Et puis, on va voir des extraits, mais je vais aussi aller un peu plus loin que ce qu'il fait, c'est-à-dire montrer sur qui il s'appuie, c'est-à-dire André Gortz, qui est le type qui a pensé, on dit éco-socialisme, mais c'est surtout celui qui a pensé l'écologie politique en France dans les années 70. Il est sociologue, il vient de Bordeaux, et, euh, et ce qui est très important aussi, c'est que l'éditeur Zone est un éditeur, vous voyez, la nature est un champ de bataille sur le fait qu'il y a une catastrophe écologique annoncée et qu'il faut voir comment est-ce qu'on peut gérer cette quantité de produits qui va nous manquer. Gortz et lui vont en parler d'ailleurs, c'est-à-dire le capitalisme s'appuie, si je devais faire très très simple, il n'y a pas une écologie à droite ou à gauche, il y a, le système capitaliste exploite les sources naturelles, les ressources naturelles. Il dit il y a un input, il prend l'eau, les matières premières, et il y a un output, c'est-à-dire il le déverse dans la nature pendant très longtemps en fait. Et il dit s'il y a écologie, il y a fin du capitalisme, si on va très très simplement. Et donc la question c'est comment on peut agir, comment la nature est devenue un enjeu de possession. Ça, si on veut découvrir, c'est pas mal. Hémisphère gauche, c'est une sorte d'inventaire de tous les mouvements contestataires depuis les années 90. Donc c'est une sorte d'inventaire avec 2 pages qui présentent chacun de ces mouvements. Et ce qui est très sympa, c'est que cet éditeur Zone est très engagé. Et donc, si on va sur le site internet de Zone, on a accès aux livres sous forme de Word, moche, tout gratuit. Et il précise que ça serait quand même mieux de les lui acheter pour qu'il vive. Donc il est vraiment, il passe de la théorie à l'application. Ça, c'était pour le présenter. Comment sortir du consumérisme, c'est-à-dire l'enjeu va être de savoir est-ce que consommer, est-ce qu'avoir des besoins artificiels ou naturels. Là, si je résume le plan, on a tous des besoins essentiels. On va voir que c'est plus compliqué que juste se priver de ce qu'on a d'habitude, c'est-à-dire arrêter de désirer des conneries à Noël. C'est pas que ça, en fait, c'est plus complexe que ça. Et parce qu'un des enjeux va être de décider tous ensemble qu'est-ce qui est essentiel ou qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Et puis, dans un deuxième temps, de voir comment on peut réduire ça. Et alors que ça a l'air un peu triste, il y a des tas de choses qui vont vous mettre de bonne humeur avant de partir, puisqu'ils donnent des pistes sur la façon dont, on dit gouvernance aujourd'hui, mais comment des petits groupes pourraient décider entre eux à une petite échelle ce qui va être indispensable ou ce qui n'est pas. Et donc, il a été interviewé un petit peu sur France Q, sur des médias un peu alternatifs. Il ne s'est pas beaucoup relayé, je trouve. Et le titre suffit à faire l'introduction. Il faut mettre un coup d'arrêt au déversement des marchandises. Et ce qui m'intéresse, ça c'était la présentation, c'est qu'il prend un premier exemple qui est très rigolo, qui s'appelle l'écologie de la nuit. C'est l'exemple qui fait l'ouverture, donc ça se trouve, là aussi, si vous vous endormez, on va juste parler de ça. Petite tour Eiffel, 1889, un siècle après la Révolution, qui célèbre, en plus de la construction industrielle, la capacité de la France à faire des choses rapides et à impressionner tout le monde, l'électricité. Et donc, je vais prendre des petits bouts. Alors là, il est flou, hein, vous inquiétez pas, puis je vais relire, mais je trouve que c'est plus intéressant plutôt que je vous lise des bouts et que tout le monde s'emmerde. Il y a des gens, des fois, ils lisent plus vite.
Donc, je m'appuie dessus. Voilà, alors ce qu'il dit tout simplement, c'est que il n'y a pas de déclaration dans les droits de l'homme, il n'y aurait pas de droit à l'obscurité. C'est-à-dire, il n'y a pas de spécialement obligation de voir ou pas voir. Et l'enjeu qui est très intéressant, c'est qu'il y a un atlas qui est sorti en 2001, qui est un atlas de la production de lumière dans les pays du monde, que vous avez dû déjà voir parce qu'esthétiquement, c'est assez beau. Il dit c'est une sorte de beauté tragique parce que finalement, on voit comment la nuit disparaît tout doucement. Et là aussi, si je faisais vite, c'est Monsieur Roméo qui m'inspire, c'est que la nuit, pour être un sujet qui n'est pas directement lié aux besoins artificiels, on peut dire, bah, tiens, on allume la lumière, on l'éteint, on fait ce qu'on veut. Et puis on en a besoin parce qu'on a une vie nocturne, on fait la fête, on va, enfin plus maintenant. Et puis on va en boîte de nuit, ah bah plus maintenant. Et puis on boit des coups le soir dans des bars, ah bah plus maintenant. Bon, mais une vie nocturne s'est installée autour de la fête, autour de la création, autour de la nouveauté, et c'est devenu une sorte de besoin. Et petit à petit, ce besoin s'est accumulé. Donc, voilà, ce qui est à l'origine un progrès, l'éclairage public et intérieur, qui permet une diversification des activités nocturnes, s'est transformé en nuisance. Et là où l'enjeu de l'exemple de la lumière est intéressant, c'est que ce n'était pas nécessaire. C'est devenu nécessaire parce que ça a changé notre vie culturellement, artistiquement, humainement. Même on se trouve à se sentir à l'aise avec des zones de lumière et de clarté. J'en parlais avec un architecte tout à l'heure. En Chine, il y a des zones qui sont en ville pas éclairées du tout, d'autres très très éclairées. Et je lui disais, un des enjeux de la limitation de la lumière, c'est que tu es une fille toute seule, tu rentres le soir, si la lumière n'est pas éclairée, qu'elle se déclenche que quand tu arrives, tu peux être effrayé parce que tu ne vois pas ce qui se passe. Et en fait, sa réponse est intéressante, c'est que c'est aussi une question de culture, de savoir les endroits où il y a de l'obscurité, les endroits où il y a de la lumière, en fait. C'est une question d'habitude parce qu'en Chine, il n'y a pas, c'est une petite dictature, enfin une grande d'ailleurs, la façon de se balader à certains endroits ne va pas être la même selon la connaissance qu'on a de ça. Alors, pour aller vite, les activités nocturnes humaines ont un impact sur la faune et la flore. On a un petit top chez nous. On a quelques petits points rouges qui sont assez spectaculaires. Et puis, la lumière, c'est attraction-répulsion. Et puis, ça change notre rapport organique à la nuit et le jour. Vous savez qu'on a perdu 1 heure de sommeil en 10 ans, hein. C'est-à-dire à force d'être sur des écrans, de faire des tas de trucs. Ça impacte voilà, l'hormone du sommeil, l'horloge biologique, les rythmes mensuels saisonniers, qu'on appelle circadiens. Et puis, il y aurait des impacts sur le vivant, c'est-à-dire sur le fait qu'être stimulé par l'éclairage artificiel nous transformerait la façon de se concentrer, la façon de vivre. Et voilà, la lumière artificielle aurait un impact sur le cancer du sein, c'est-à-dire sur les stimulations urbaines qu'on a. Alors, ça paraît un peu fou, mais là où Kecheyan est intéressant, c'est que c'est un sociologue, donc il glane des données, entre guillemets, il n'est pas si philosophe que ça, mais philosophe, pour moi, c'est rassembler des infos et puis essayer de donner à penser. Ça paraît quelquefois, il a l'air de glisser un peu sur tous ces exemples. Là, on voit que l'Afrique est noire, et si vous avez l'occasion d'aller à l'œil urbain, l'exposition qui est en ce moment à Corbeil, à la Commanderie Saint-Jean, on voit qu'il y a des endroits où les gamins, en Afrique, se mettent sous les poteaux de la rue pour lire. C'est-à-dire, il n'y en a pas chez eux, il y en a dehors. Voilà, les épidémiologistes du Connecticut font une association entre femmes aveugles et taux de cancer qui serait moins présent parce qu'elles seraient moins surstimulées, elles auraient un sommeil plus profond. Voilà, ce qui fait que d'un truc qui est artificiel, qui a l'air un peu rigolo, on se dit tiens, il suffit d'éteindre la lumière, hein, manque de peau, on ne peut plus. D'un seul coup, on se rend compte qu'il y aura un impact sur notre nature profonde. Voilà, parce que la pollution, elle est psychologique, elle est physiologique. Et puis elle va, vous vous en doutez, voilà, le top. C'est Singapour qui est la ville la plus éclairée au monde, qui n'arrive pas à. Voilà, plus le PIB par tête est élevé, plus la richesse du pays est élevée, plus les niveaux de luminosité sont élevés. Ce qui fait qu'il y a un rapport direct avec cette capacité de mettre de la lumière. Voilà, Singapour, l'endroit le plus lumineux du monde, si la nuit est si éclairée que l'œil humain est dans l'incapacité de s'adapter entièrement à la vision nocturne. Ils ont perdu la capacité d'être dans le noir et de se repérer. Discussion. 83% de la population mondiale
et 99% des populations américaines et européennes vivent sous des cieux pollués par la lumière. Donc, là où il y a un enjeu, où je vous dis, c'est pas juste, on a des besoins essentiels, manger, respirer, dormir, et puis il y aurait des besoins artificiels qui seraient acheter des conneries de téléphone, des slips qui clignotent et des choses comme ça, et puis il suffirait d'être un peu sage et de mettre de la distance. Ce que Keshayan apporte, qui est intéressant, c'est finalement qu'il y a des besoins qui sont à la frontière d'être naturels et culturels et qui s'intèrent. Voilà, le culturel est devenu quelque chose de naturel. Puis il y a des besoins qui sont que culturels, il va le dire plus tard, mais par exemple écouter de la musique. Et on pourrait s'en passer, mais en fait la vie serait quand même moins chouette de aimer, écouter de la musique, des tas d'éléments qui sont ajoutés. Et ce qu'il ajoute qui est un peu excessif, mais qui n'est pas rien, c'est que finalement, si la... Ah ben, s'il y a le petit bâton, on ne peut pas voir les gars. Je vais le mettre à côté de ma tête. Voilà, la pollution lumineuse a donc une dimension cosmique. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'endroit où on peut voir la nuit seul. Voilà, et là, le petit clin d'œil qui est assez mignon d'Asimov, il y a le bâton qui est partout. On ne va jamais s'en sortir. Appelez-moi le directeur. Asimov a fait une petite nouvelle en 41. En fait, on se retrouve sur une planète où il n'y a plus... il y a plein de soleils qui sont partout et ils n'ont jamais vu ni la nuit ni les étoiles. Et puis, voilà, il s'appelle Nightfall. Et en fait, pour vous le dire un peu rapidement, comme petit à petit tout s'éteint et que ces soleils disparaissent et que c'est un enjeu qui peut nous pendre au nez, en fait, les habitants de cette planète font brûler la totalité de la planète pour continuer, quitte à être détruits, à voir la lumière. Alors, ce que dit Keshayan, qui est intéressant, qu'on pourrait appliquer à plein de choses tout le temps, c'est tout simplement que ce qui a l'air d'être un besoin naturel est construit. Et ce qu'il faut faire, d'ailleurs, c'est la meilleure façon de faire de la philo pour tout le monde, c'est de faire une sorte d'historique. Donc, il y a une histoire des besoins qui peut être faite. Il y a des endroits où on a des besoins qui ne sont pas les mêmes par endroit. Et si on voulait faire les malins, c'est Nietzsche qui dit qu'il faut faire une généalogie toujours, comme si on remontait dans le temps. Et d'ailleurs, je pense que n'importe quelle pratique, quel que soit votre métier, faire l'histoire de son propre métier, de sa discipline et des termes qui l'accompagnent, c'est toujours assez fort. Ça fait un de fait, monsieur Roméo, c'est déjà pas mal. Alors, de quoi avons-nous vraiment besoin? C'est là où l'enjeu va être, pour vous le dire aussi un peu vite, on ne peut pas décider d'avance, en fait. On ne va pas décider pour tout le monde. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut une espèce de groupe d'habitants, de pas experts forcément, qui se mélangent et qui vont déterminer qu'est-ce qui est un besoin essentiel et qu'est-ce qui est un besoin superficiel. Et là, je suis obligé de vous faire un détour que lui ne fait pas. Il cite énormément André Gortz, mais je voudrais vous montrer ce type qui est quelqu'un d'invraisemblablement important et pas si connu que ça. Il cite aussi Agnès Heller, qui est encore moins connu. C'est quelqu'un qui a réfléchi à ce que signifiait le travail et à ce qui était travailler. Qui est à la fois, si on prend du recul, et je vous donne la réponse avant la fin, ça fait partie de nous de travailler et on n'a pas l'idée qu'on peut y couper. Enfin, si, quand on a entre 4 ans et 22 ans. Mais assez vite, on se rend compte que ça va être difficile à dépasser. C'est comme le Père Noël, on vous fait croire que ça fait partie du truc. Il y a une espèce d'obligation à être dans ce rapport-là. Et ce que Gortz va expliquer dans l'historique là, c'est que finalement, notre rapport au travail, il a été créé avec la société capitaliste, pas plus, mais pas moins. L'émission est en ligne. Le travail est une invention du capitalisme, tel que nous l'entendons. Si vous prenez des sociétés antiques, le travail ne se déroulait pas dans la sphère publique. Ce qu'on appelait le travail, et l'économie, oikonomia, ça se passait dans la maison, dans le foyer, dans l'oikos. Particulièrement dans la société grecque, c'est les femmes qui travaillaient, qui étaient donc les sujets de l'économie, et les hommes faisaient de la politique. Le
le travail que les femmes ne faisaient pas était accompli par les esclaves. Et le travail était mal vu, était mal considéré. On disait qu'une personne qui s'adonne prioritairement à sa profession, comme tous les artisans, n'est pas digne d'être un citoyen de plein droit qui s'occupe des affaires de la cité, puisqu'il n'a en vue qu'un secteur particulier et non pas le bien général. Et si nous passons... Ça, c'est déjà pas mal, hein. L'idée que le travail ne serait pas un déterminant tout le temps, et que, alors, ça s'appuie sur une société avec des esclaves, hein. Nous aussi, c'est des Chinois qui font nos slips et on ne les regarde pas. Mais ce qu'il va évoquer là, c'est que l'apprentissage que peut être le travail, parce qu'après tout, c'est l'occasion d'apprendre des choses en étudiant avant et en travaillant. Pour peu que le travail ne soit pas automatisé, simplifié au maximum, il va y venir. Ce n'est pas une valeur, ce n'est pas un bien, ce n'est pas un truc chouette. Ce qui est déjà un petit curseur bizarre pour nous, hein. Il va y revenir. On n'a pas beaucoup de documents avec André Gortz, ce film est une petite merveille. Voilà, c'est ça. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas la notion de travail. Il y avait des besognes, il y avait des peines, les hommes de peine, il y avait le labeur, qui était essentiellement le travail du laboureur, il y avait l'œuvre, qui était l'activité des artisans qui œuvraient, qui créaient des produits entiers, qui étaient à la fois beaux et utiles. Et le travail était tout ce qui est pénible et désagréable. C'est ce qu'on appelait le travail. Non, avec le capitalisme industriel, tout a été éliminé, sauf cette notion de travail. Mais la chose s'est faite très lentement. Si vous prenez... La chose s'est faite très lentement, il va y revenir après. C'est-à-dire, c'est un de ces sujets, c'est comment petit à petit le travail a évolué historiquement, quel sens il a pris. Et là aussi, pour vous donner la réponse avant qu'il la donne, ça va être toujours à mieux comprendre ce qu'on écoute après, c'est que finalement, le travail va perdre de son sens, de son utilité, jusqu'à ce qu'on travaille en étant interchangeable, en fait, en n'ayant aucun rapport avec ce qu'on produit ou avec le résultat de ce qu'on fait. Et c'est là où il va parler d'un terme qui a l'air barbare et qui est très important, c'est aliénation, c'est-à-dire, c'est le mot moment des années 60, c'est lien. Quel lien on a aux choses qu'on fait, au groupe social, à quelqu'un qu'on aime, à une boisson marron sucrée vendue par des Américains, et A, c'est privatif, c'est-à-dire on a perdu le lien avec le reste du monde quand on est aliéné. C'est pour ça que ce livre, toute l'écologie politique, on appelle ça éco-socialisme, pour la raison simple à expliquer qu'en fait, puisque tout l'enjeu, c'est le travail et la consommation, qui vont être connectés avec l'invention du capitalisme, il va parler de Weber dans 2 secondes, c'est la plupart du temps dans la tradition marxiste, lui, il est copain avec Sartre, il a été beaucoup marqué par le marxisme des années 50-60. Normalement, il ne s'intéresse pas spécialement à l'écologie. Et lui fait cette connexion en disant il n'y a pas d'écologie hors du rapport à l'industrie. C'est pour ça que le sous-titre Un penseur pour le siècle, c'est quelqu'un qui est assez intriguant. Tac, 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 c'est mieux quand je fais comme ça. Non, avec le capitalisme industriel, tout a été éliminé, sauf cette notion de travail. Mais la chose s'est faite très lentement. Si vous prenez encore Max Weber, donc un sociologue allemand du début du siècle, il a vécu l'ancien système de vente des textiles produits artisanalement. Il explique que il n'y avait jamais de concurrence entre les artisans qui produisaient ces tissus et les marchands de gros qui achetaient la production des artisans n'auraient pas eu idée de les mettre en concurrence les uns avec les autres. Il y avait des qualités qui étaient normalisées et quand un tissu correspondait à la qualité normalisée, il avait son prix. Ce prix était immuable, il n'était pas négociable. Il n'y avait pas question de marchander. Ça me paraît complètement fou, hein.
et on s'entend sur la marchandise, ce qui est fait et ce qui est produit et ce qui est donné. Et vous comprenez, c'est une notion qui est connue de tout le monde. Quand on est plus jeune, pas forcément. Plus-value, c'est-à-dire la marge que tu vas faire, c'est ça qu'invente le capitalisme. Donc le marchand de gros visitait les fabricants de tissus, ne marchandait pas avec eux, mais allait avec eux au bistrot. Ils buvaient du vin, ils mangeaient ensemble, ils faisaient leurs affaires, ils leur passaient une commande, ils leur achetaient la commande ancienne au prix convenu, et ces gens travaillaient en moyenne 6 heures par jour, pas plus. Et en plus, ils avaient presque 200 jours fériés par an. Ils ne travaillaient pas. Ça a l'air bien. Pour nous, ça semble être la bonne vie. C'était pas un mode de vie désagréable, c'était un mode de vie détendu, assez convivial, où, donc, comme vous voyez, la rationalité économique, les rapports marchands étaient étroitement limités, enserrés dans des rapports conventionnels, traditionnels, quasiment éthiques. Le marchand avait son éthique, il n'aurait pas eu l'idée de tromper ou de marchander avec le producteur, et celui-ci avait sa loyauté envers le marchand. Qu'est-ce qui a imposé ça, ce système ? C'était une idée de l'ordre social. La société était encore une société ordonnée, où il y avait en haut et en bas, et puis chacun était à sa place, on ne changeait pas de place, on était mis à sa place et on y restait. Maintenant, comment est-ce que ça a changé ? C'est que, à un moment donné, des fils de marchands de gros se sont dit, mais ce que fait mon père, c'est pas rationnel. On pourrait gagner beaucoup plus si moi, marchand de gros, j'allais voir le client final, c'est-à-dire visiter les paysans, les industriels, etc., et voir avec eux ce qu'ils aimeraient avoir comme qualité. Et ensuite, quand j'ai fait ma clientèle au détail, je vais retourner chez le fabricant et je vais les mettre en concurrence les uns avec les autres. Ce qu'ils ont fait. Et dit Max Weber, qu'est-ce qui avait changé ? L'esprit du capitalisme était né. Là, il sourit avec cette phrase qui est le titre du livre de Max Weber, c'est-à-dire comment l'esprit du capitalisme arrive, cette idée de marger en reprenant à rebours tout le système de production. Il reste encore 2 minutes, c'est très passionnant. C'était une culturelle. C'était une émancipation par rapport aux normes anciennes de moralité. C'était le darwinisme social qui faisait son apparition, c'est-à-dire les plus aptes qu'ils aient leur prime et les autres qui crèvent. Eh bien, voilà. Une fois que vous avez commencé dans ce sens-là, vous vous dites, d'abord, il n'est pas rationnel que le tissu soit produit par des artisans. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas tous ces artisans dans un grand atelier, et au lieu qu'ils travaillent 6 jours par semaine pendant 150 à 200 jours, 6 heures par jour pendant 150 à 200 jours par an, on va les faire travailler 12 heures par jour pendant 300 jours par an, ou plus. C'est plus rentable. Ça a été extrêmement difficile. Ah. Il a fallu qu'on abaisse les prix, les salaires, c'est-à-dire le revenu des gens, ce qu'ils gagnaient par mètre carré de tissu, pour les obliger à travailler aussi longtemps que ça. Car tant qu'on n'abaissait pas leur salaire ou leur revenu, quand ils avaient gagné ce qu'il leur fallait pour vivre, ils cessaient de travailler. Ils ne faisaient jamais 12 heures par jour. Donc on a introduit les salaires de famine pour que les gens travaillent, soient obligés de faire ce qu'ils ne voulaient pas, travailler plus que 6 heures par jour pendant 7 jours par semaine. Ça, c'était la naissance du capitalisme. Et la deuxième exigence, c'était, quand on passe à la production mécanique, quand on fait un investissement coûteux dans des machines relativement compliquées, qui sont chères à mettre en place, il faut pouvoir prévoir la production que l'on va sortir et prévoir la quantité de travail dont on aura besoin. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien, il faut imposer des normes de rendement. Et pour imposer des normes de rendement, il faut que tous les ouvriers se valent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils travaillent tous au même rythme, qu'ils aient la même efficacité et le même savoir-faire. Tout le monde comprend la bascule qui est très importante. C'est qu'à partir du moment où on va produire au même endroit un résultat qu'on veut,
on va prendre le résultat qu'on veut, on va diviser par le nombre d'heures de gens, diviser par le nombre de matériaux, et puis on va faire en sorte que, en gros, tous les gens se valent et soient interchangeables, parce que s'ils ont un savoir-faire particulier, ils vont être en concurrence les uns avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aussi normaliser le savoir-faire nécessaire pour travailler dans le textile. Et c'est comme ça que vous arrivez à l'idée du travailleur, c'est-à-dire d'un individu qui preste, qui fournit un travail qui est quantifiable, mesurable et identique, quel que soit l'individu et quel que soit l'endroit du monde où il est fourni. Tous les travailleurs d'une même branche sont interchangeables, c'est la définition même du travailleur. C'est là où ça devient intéressant, c'est que moi qui fais de la peinture, si on me dit combien de temps tu vas prendre, j'ai une idée par expérience, mais il suffit que je n'ai pas mangé le midi la même chose que d'habitude et des choses qui ne sont pas quantifiables. Alors, on pourrait continuer, mais vous comprenez que l'impact de ce qu'il dit là, je reviens à Quecheillant, c'est-à-dire la standardisation des produits va entraîner une façon de fabriquer identique. Et la connexion avec ce que je vous disais sur les besoins, c'est que comme on va avoir tous accès aux mêmes choses, le fait de pouvoir les posséder ou le fait de pouvoir être valorisé par ce qu'on possède va devenir un des enjeux. Et donc, pour faire court, arrivera le marketing, la publicité. C'est-à-dire, le capitalisme a besoin d'abaisser le coût de fabrication, le coût des matériaux, de la diffusion, pour faire des marges, en fait. Et on arrive à cette société de consommation, dit Quecheillant. Et c'est pour ça que Gortz a sorti toujours cette étude de ce qu'est le travail et les travailleurs, à l'idée de s'émanciper. C'est-à-dire, plus vous comprenez ce système-là, plus vous pouvez en sortir facilement. Voilà, ça serait sur le travailleur interchangeable. Tant pis, si je veux faire l'ensemble. Nous sommes dans une mutation culturelle fondamentale. Et si je mets tant l'accent sur le recul par rapport au travail, la distanciation par rapport au travail, c'est qu'il est déjà en train de s'installer. Dans toutes les enquêtes que l'on a faites, y compris en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, il en ressort toujours que les gens, particulièrement ceux qui ont moins de 40 ans, ne veulent plus s'identifier à leur travail. Ils ne veulent plus, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une offensive aujourd'hui, patronale, idéologique, même syndicale, qui redemande cette identification. Elle n'existe plus. Tout le monde comprend, à partir du moment où tout le monde est interchangeable, si c'est pas toi qui le fais, c'est lui, donc tu dégages. Et donc, l'effet, le résultat évident, c'est que puisqu'il peut faire un truc et que tu te considères comme plus important que lui, ton travail, que tu fasses celui-là, un autre, t'en fous en fait. C'est-à-dire la pourcentage, j'aurais pas le temps de le montrer, mais on est à 40 à 50% d'ouvriers qui vont être très qualifiés, qui vont savoir faire marcher une machine, qui vont savoir la réparer, intervenir, donc ils vont plutôt, entre guillemets, aimer leur travail. Quand il dit ça, on est dans les années 80-90. Et une autre moitié, au moins, qui a augmenté depuis, puisqu'il y a une désindustrialisation énorme, sont interchangeables. Quoi qu'ils fassent, ce n'est pas la question. C'est pour ça que ce que dit Quecheillant, il s'appuie beaucoup sur Gortz dans son bouquin, c'est Gortz est le penseur des effets politiques de la division du travail. C'est-à-dire diviser le travail, l'organiser de cette façon-là, efficace. Tu fais les steaks, toi tu fais les pains, moi je mets le fromage et ça envoie. En fait, ça a un impact sur l'individu, sur sa façon de vivre, sa façon de désirer et d'avoir des besoins. C'est là où on fait le détour par monsieur pour revenir à ça. L'individu confiné dans un ensemble limité de tâches productives tout au long de sa vie sa vie va être organisée par ce rythme de travail. Voilà, la division capitaliste du travail, c'est ici, s'accompagne d'une déqualification tendancielle du travail. Petit à petit, le travail va être de moins en moins qualifiant dans les deux sens du terme. On ne va pas forcément avoir besoin de gens très qualifiés. Et ce n'est pas, comme dirait Bourdieu, ce n'est pas ça qui va te distinguer, dans le sens où tu pourrais être un peu distingué. Alors la réponse de Quecheillant, qui est sur un autre plateau de télé... À mesure que le capitalisme fait advenir de besoins en permanence nouveaux, ouais. Et dès lors qu'il empêche leur réalisation, ceci donne lieu à l'émergence de mouvements sociaux nouveaux qui vont lutter pour leur advenue à ces besoins. Et donc c'est ce qui conduit Gortz à cette magnifique phrase où il dit « Le besoin est révolutionnaire en germe ». Voilà, ce qu'il veut dire par là, c'est que
Le capitalisme, il va te donner des envies d'acheter des choses nouvelles. Par contre, il a besoin que, on va y venir parce que ça va rentrer dans le concret dans la deuxième partie qui commence tout de suite. À la fois, il ne faut pas que l'objet dure trop longtemps, sinon je ne vais pas pouvoir le racheter. Donc, on ne va pas parler d'obsolescence, pas seulement, c'est d'autres choses plus subtiles. Il faut que j'ai envie de ce truc, mais que j'ai envie du suivant. Une petite caricature où votre téléphone crame et en fait, le type qui l'a devant lui sur sa table basse dit « Ah, c'est sans doute que le nouveau vient de sortir ». C'est-à-dire que le capitalisme va avoir besoin, il est consumériste, il a besoin qu'on consomme, il a besoin qu'on achète d'autres choses pour retravailler, refabriquer encore. Et donc, il ne peut pas être content qu'on soit satisfait de ce qu'on a acheté, même une connerie. Il faut toujours qu'il y ait une autre connerie derrière. Un peu comme toi quand tu étais petit. J'ai des dossiers, monsieur Romain. Et ce que dit Gortz par là, c'est qu'il dit finalement, il y a une espèce d'ambiguïté que relaie Cheillan, c'est que finalement, le capitalisme, il n'a pas envie qu'on soit satisfait d'avoir un objet, il a besoin qu'on ait toujours envie à nouveau. C'est pour ça qu'on parle de besoin artificiel. Voilà, tout l'enjeu, dit Gortz, toute l'action politique sur nous-mêmes, sur le groupe social et sur l'individu, c'est là où Gortz est moins marxiste, communiste que ceux de son époque. Il va avoir un vrai changement quand il va aller aux États-Unis et découvrir l'écologie. C'est que lui, il pense qu'on doit agir sur nous-mêmes individuellement, qu'on doit arriver à s'éloigner de ces besoins artificiels, puis en discuter en groupe pour le faire à une échelle importante. Et que c'est pas parce que c'est une grande critique qui est faite à Marx, qui est il voudrait que les ouvriers récupèrent le système de production et qu'ils s'enrichissent eux-mêmes. Et la critique qui est faite souvent à Marx, c'est ça, c'est de dire, finalement, il reste dans un système capitaliste, il veut juste le retourner. Alors que Gortz, il dit, si on arrive à une norme du suffisant, qui serait entre la vie spartiate, c'est-à-dire j'ai presque rien, comme Diogène. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce qu'on pense à Marx, c'est la création d'une élite, d'une nouvelle élite pour mener la révolution du prolétariat. Ah. Et donc une forme de hiérarchie. Vous avez raison. Mais sur le sujet, parce que Cheillan en fait tout un bout, il y a l'idée quand même qu'il reste dans un système de production. En fait. Après, des entreprises où les prolétaires, c'est-à-dire ouvriers ou d'employés et propriétaires, ça existe, les coopératives. Oui. Mais l'enjeu de Gortz, ça va être de réfléchir à... Oui. L'enjeu de Gortz va être de réfléchir, et de Cheillan aussi, c'est de voir si le consommateur ne peut pas être un acteur de cette transformation. C'est pour ça qu'il dit, on parle de l'aliénation, je ne m'appartiens plus, je ne sais plus ce que je fais là, ce que je peux désirer, jusqu'à l'écologie politique. On a toujours un petit peu avec soi. Théorie des besoins, ce que je vous racontais, Gortz et Cheillan vont faire une sorte d'histoire des besoins. Et si on prend un petit exemple simple, oh non, je vais vous montrer directement le texte. Les 30 Glorieuses voient arriver la société de consommation, c'est-à-dire le fait de dépenser pour avoir beaucoup. Il y a une petite note de bas de page qui est trop drôle parce que Testard, qui s'intéresse aux grottes de Lascaux et de Carnac, dit « Quand on est des chasseurs-cueilleurs, est-ce qu'il peut y avoir trop de nourriture? Est-ce qu'il peut y avoir gaspillage? Est-ce qu'il peut y avoir trop de désir voilà, dans quelle mesure est-ce qu'une société primitive peut être une société d'abondance? Et c'est une façon de regarder la préhistoire qui est très passionnante. Nous sommes sortis des 30 Glorieuses, mais le problème, quand Gortz parlait de ça, on était plutôt dans l'idée de gaspillage, de gérer mieux les dépenses d'énergie et d'être raisonné pour la planète. Par contre, ce qu'ajoute Cheillan, c'est que finalement, le système capitaliste a continué, et l'exemple de la lumière est un bon exemple, à produire des besoins qui finissent par ne plus être identifiés à des objets. Voilà, le capitalisme est consumériste, c'est-à-dire il a besoin qu'on consomme tout le temps, il s'appuie donc sur la publicité, sur le marketing, et puis depuis les années 80, on dit une financiarisation, c'est-à-dire que tu peux acheter des choses même sans t'en rendre compte. Il suffit de cliquer sur le bouton et hop, ça se fait tout de suite. Donc l'enjeu, c'est qu'est-ce que c'est qu'un besoin authentique? Il va faire une sorte d'histoire des besoins. Est-ce qu'on a des besoins, se protéger du froid, manger, boire? Il dit, appelons-les besoins biologiques. Mais par exemple, c'est là où, en faisant l'historique, on découvre des choses inattendues.
Le petit exemple là, c'est 800 millions de personnes dans le monde qui souffrent de la faim. C'est quand même un humain sur 9, hein, c'est énorme quand on voit les chiffres de près. 3 millions d'enfants de 5 ans meurent de malnutrition. Et puis, il y en a une grosse quantité qui meurent de trop bouffer. Il y en a les deux côtés. Hein. Et puis, c'est un rappel qui va s'accentuer, mais selon l'INSEE, 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire en deçà duquel se nourrir et se chauffer devient un problème. C'est-à-dire que les besoins, et c'est là où il y a un enjeu politique double, c'est que vous vous doutez qu'il y a assez pour tout le monde, mais que ce n'est pas la question première de ceux qui produisent. Voilà. Et ce qui nous emmène un peu loin, certains biologiques absolus qui étaient normaux, par exemple respirer, ça paraît être un besoin absolu normal, Köchian rappelle que c'est la pollution atmosphérique qui entraîne la mort est la troisième cause de mort dans le monde évitable après la clope et la picole. Voilà. Chaque année, 7 millions de gens meurent dans le monde de problèmes de pollution. Ce qui fait que ce qui semblait même l'eau, boire, respirer, et plutôt dans des domaines, on va dire, les pauvres pouvaient mourir dans leur pays, on s'en branle, et dans les pays européens, on n'avait pas de problème, enfin occidentaux, la question se retrouve posée aux pays occidentaux eux-mêmes. La troisième cause de mortalité. Voilà, Gortz, dont je vous dirai une petite touche romantique à la fin, parce qu'il a fait un merveilleux livre à sa femme quand elle avait 82 ans. Voilà. Et puis, en faisant les historiques de tout ça, on se rend compte que finalement, l'évaluation de ce que sont le calcul du nombre de calories, c'est aussi l'industrie qui l'invente au 19e siècle, qui dit le minimum vital, c'est ça. Et ce que rappelle Köchian, c'est tout simplement que le minimum vital, c'est ce qui permet de reproduire la force de travail. C'est-à-dire, c'est le minimum de ce qu'on te donne à bouffer, à boire, pour que tu puisses retravailler le lendemain. Il est calculé comme ça. Ce qui fait que ça ne paraît pas beaucoup. Et ce que dit Köchian qui va avec, c'est que, pour donner un autre exemple intéressant, le SMIG, si vous êtes des jeunes vieux, en 1950-70, il y avait un G. Quand il est discuté en 47-50, il y a une espèce de tension au sortir de la guerre. Dans un premier temps, le minimum vital, il est calculé sur 2890 calories, c'est-à-dire c'est un indicateur physique, objectif, ce n'est pas une somme d'argent. Une somme d'argent, ça ne donne pas le même résultat selon l'endroit où tu te trouves, selon tes nécessités vitales. La quantité de calories, en théorie, c'est plus objectif. Ce qui fait que l'indicateur physique, les recherches scientifiques qui vont dire s'il faut ça ou pas ça, est un enjeu politique, en fait. C'est là où Köchian veut en venir, c'est que ce qui a l'air d'être des besoins, juste nourrir, manger, dormir. Exemple simple, voilà, j'ai mis, ça c'est pour ma femme, moi je parle d'elle quand elle n'est pas là, mais même quand elle est là. Voilà, 2000 calories par jour, c'est quand même 60 courgettes, il faut les avaler hein, chaque journée, c'est pas rien. 91 tomates et quand même 14 bouteilles de coca, ça c'est jouable. C'est faisable à peu près, dans la journée, c'est à peu près tenable. C'est ça. Et ce qui est intéressant dans un autre exemple passionnant, parce que là, comme ma femme fait des études de nutritionniste, je me suis dit qu'elle a tendance à s'endormir pendant les conférences, je vais faire un petit truc qui fait que d'un seul coup, elle va se réveiller. Ben, en fait, on pourrait dire qu'il y a un besoin nutritionnel journalier, c'est-à-dire on a une quantité de nourriture à avoir. Ben, ce n'est pas la même si tu es enceinte, si tu n'es pas enceinte. Besoin journalier de sommeil, ben, ce n'est pas pareil si tu n'as pas dormi 4 jours ou si tu as dormi un petit peu. Et ce qui va, voilà, c'est ce que dit Heller, c'est que finalement, les besoins biologiques, si on se sert de cette norme, c'est finalement un peu ambigu, parce que ça a l'air de rendre naturel ce qui serait l'indispensable, mais finalement, quand on fait l'enquête historique, c'est toujours avec une décision politique derrière. Exemple simple, voilà ce que dit Marx dans un livre que j'ai passé là, qui s'appelle Grundrisse, qui est une sorte d'enjeu sur ce sujet, on pourra en causer dehors. La faim est la faim, il dit ça, mais la faim qui se satisfait avec de la viande cuite mangée avec fourchette et couteau est une autre faim que celle qui avale de la chair crue en se servant des mains, des ongles et des dents. C'est-à-dire que tu manges la même chose, mais enfin, si tu es mort de faim, il ne se passe pas la même chose. Et c'est ce qui fait que, par exemple, dans ce que liste Köchian, on va, par exemple, pendant longtemps, la température minimale dans un foyer, elle est considérée comme 20 degrés.
avant 1979. Aujourd'hui, c'est 19 degrés. Pourquoi? Parce qu'on a essayé, à partir de 79, on a un deuxième choc pétrolier sur la gueule, de dire on va baisser la quantité nécessaire au corps humain. C'est-à-dire, entre guillemets, on truque le chiffre scientifique pour dire ça va moins. Bon, si on fait un petit peu de mauvais esprit, mais vraiment exceptionnellement, on n'a pas encore pensé que construire vitré, ce n'était pas une super idée d'isolation. Mais ça, je dis ça. Voilà, ce qui fait que la norme qui a l'air d'être la quantité de nourriture par jour, la quantité de sommeil, la quantité de chauffage, finalement, elle a une histoire elle-même. Et ce que dit Kouchian, c'est que finalement, est-ce que la notion de bien-être peut suffire à définir ce que serait la vie bonne ou pas? Voilà, les deux paradoxes des besoins radicaux, c'est-à-dire les besoins essentiels, c'est que finalement, il y a autre chose qui se met à côté, c'est que vous pouvez vous retrouver dedans. Aimer, être aimé, se cultiver, faire preuve d'autonomie, être créatif manuellement, intellectuellement, prendre part à la vie de la cité, contempler de la nature, avoir une sexualité épanouie, tout ça pourrait ne pas rentrer dans les besoins essentiels. Et c'est quand même ce qui fait qu'on est des humains avec une culture autour de nous. Voilà ce que la définition d'une vie bonne, c'est-à-dire quelque chose qui ne serait pas juste satisfaire des besoins essentiels pour pouvoir travailler après. Gortz les appelle les besoins qualitatifs. Et l'enjeu, vous voyez dans ce texte de Marx, une révolution radicale ne peut être que la révolution des besoins radicaux. C'est-à-dire, finalement, il faut plutôt penser qu'est-ce qu'on veut, après quoi on court, et collectivement, pour pouvoir espérer sortir de ce système d'organisation. Alors, il est moins 10. C'est facile, parce que le reste, c'est des choses que vous connaissez et des propositions concrètes. Voilà, sur le chapitre 3, il dit finalement, toute l'invention du marketing, ça j'en ai parlé dans un cours d'histoire de l'art, si vous avez l'occasion de vous lever le samedi matin à la médiathèque de Lys. Voilà, stratégie du désir, l'invention du marketing, des bons vieux médecins qui disent moi, pour être en bonne santé, je fume des Lucky Strike, et c'est comme ça que je suis voilà, mon docteur fume des camels, c'est comme ça qu'il se sent en bonne santé. C'est ce qu'invente Édouard Bernays, le père du marketing, c'est-à-dire s'appuyer sur des experts en les payant assez cher pour qu'ils valorisent une pratique. Et les gens autour de Édouard Bernays, on est dans les années 15-30, Dichter, voilà, comment on peut motiver des humains. Cheskin, comment on peut prédire ce que les gens vont vouloir acheter. On a des études psychologiques, des études sur l'image aussi. Et c'est là où les designers sont des vendus au système, c'est-à-dire ils sont là aussi pour produire des objets qui soient attirants et efficaces. Voilà, Cheskin qui s'est intéressé beaucoup aux recherches du Bauhaus, c'est-à-dire dans les années 20, des gens en Allemagne qui travaillent, puis aux États-Unis, qui travaillent sur les couleurs, sur l'impact des couleurs, comment la couleur peut jouer sur nos motivations et le résultat. Alors, Kucheyan s'amuse à parler de troubles de la consommation, c'est-à-dire il y a des gens qui craquent leur carte bleue de fou. On a un enjeu qui est très rigolo, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Là, sur les 10 minutes, j'ai le temps de montrer des choses plus légères. Voilà. Soit on considère que la consommation compulsive, c'est-à-dire ne pas plus s'empêcher d'acheter, c'est une maladie spéciale et le reste des consommateurs, c'est les normaux, si je vais un peu vite. Soit on considère qu'on est tous, possiblement, comme on consomme et qu'on achète des choses, capables d'aller dans de la consommation compulsive à un moment donné. Voilà. C'est ça. Et puis surtout, là où vous avez raison, c'est que non seulement j'ai parlé de marketing, de publicité, de vente des objets qui sont désirables, mais avec la financiarisation, c'est-à-dire un principe de crédit qui permet d'acheter facilement. On a aux États-Unis très tôt, bien avant la France, non seulement un endettement, mais un crédit de consommation, c'est-à-dire tu ne payes pas ce avec quoi tu pars. Donc finalement, vous avez raison, je n'ai pas le temps de le montrer, mais c'est un peu... Oui, vous avez raison. Alors, ce qui va avec, c'est un détail aussi, c'est tout simplement que quand j'achète, je me valorise socialement. S'il y a une paire de pompes, si j'ai un pantalon vert, c'est quand même pour faire le malin et montrer que je suis différent de tout le monde. Exactement. C'est ce que Bourdieu appelle distinction, c'est-à-dire je vais me différencier de tout le monde en achetant quelque chose. Le canal qui permet d'avoir trouvé ça est assez génial pour pouvoir acheter tout. C'est ce qui fait que Édouard Bernays invente, il est
invité par des producteurs industriels, il invente des petits déjeuners américains dans les années 1910-1930 en disant il faut manger ça, c'est toujours la tradition, ça a toujours été comme ça, c'est complètement inventé de A à Z. Et vous comme moi, on a l'idée qu'ils bouffent ça depuis la nuit des temps. On a des gens, monsieur, aujourd'hui, qui avec leurs enfants font des vidéos YouTube où ils font du placement de produits. Ah oui. C'est leur fille, sont devenus le produit même voulu par le néolibéralisme. Par contre, il faut la vidéo, le père ne peut pas nourrir son enfant, c'est la promotion de sa propre fille. Il faut que, en plus, ce que vous dites m'intéresse à chaque fois, mais comme il me reste que 7 minutes, il faut et que je dois foutre tout le monde dehors à 10, on parlera sur le palier avec plaisir. Voilà, pour certains psychiatres, l'achat compulsif, c'est des troubles de l'identité, et donc la question, c'est comment on pourrait les résoudre. Alors j'ai mis des petites... Bernays participe à cette idée d'American Way of Life, c'est-à-dire être un Américain, c'est avoir ça, avoir une femme, des enfants qui font du vélo, des objets. Et finalement, l'enjeu d'être addict à la marchandise, ce que dit Cucheillan, c'est qu'il va falloir faire deux choses. Il va falloir changer le système des objets, changer notre rapport aux objets. Et il va proposer deux choses tout à fait simples. Voilà, la marchandise, c'est un objet extérieur. Mais finalement, Marx se rappelle aussi que l'objet n'existe que tant qu'il est vendu. C'est-à-dire, tant qu'il est fabriqué, mais que personne ne l'a acheté, il n'est pas dans le système. Et donc, le besoin d'avoir cet objet va faire partie de l'objet. Voilà, un défaut majeur du capitalisme, c'est qu'il suscite des besoins qu'il n'assouvit pas, c'est-à-dire on ne peut pas les obtenir. Ça paraît être une tension curieuse qui fait que tu vas avoir, on appelle ça la société de consolation, c'est pas pour rien, c'est que ça permet de... La richesse de l'espèce s'accompagne d'une pauvreté de l'individu en matière de besoins. Je n'aurai pas le temps de vous le montrer, mais quand Cucheillan reprend dans une petite vidéo les propos de Gortz, il rappelle que le capitalisme s'est créé, je disais, avec une nature sans fin, c'est-à-dire où les ressources en input seraient sans fin, en fait. Et un output, c'est-à-dire il peut les rejeter dans la nature sans fin. Et là, on est rentré dans un truc qui fait que ce n'est plus le cas tout à fait. Voilà, alors c'est le principe, il parle des bandits manchots, vous savez, les machines à sous. Pendant un moment, on peut claquer de la thune, il y a une espèce d'addiction, il parle de rentrer dans la zone pour les joueurs qui sont compulsifs. Pendant longtemps, on a eu un levier, et puis maintenant, on appuie sur un clic, tout simplement parce que c'est le même principe que lui. Je peux acheter en un clic. C'est-à-dire, ma carte bleue est enregistrée, et ça a l'air tout con, mais le simple fait qu'il faille remettre ton numéro de carte bleue, tu reçois un identifiant, il y a quelque chose qui fait que tu n'as pas acheté en 3 secondes. Lui, s'il a un petit sourire Amazon, c'est aussi parce qu'un clic, et ça suffit à peu près. C'est un livre de Brandt. Voilà, le sourire d'Amazon. J'en ai parlé l'année dernière, c'est Armut Rosa qui dit qu'il y a accélération et qu'on vit dans une société qui va de plus en plus vite et qu'on a envie, par exemple, d'acheter des livres, même si on ne les lit pas, parce que ça nous console du fait qu'on ne les lise pas. Ça a l'air tout bête, mais on est dans un système où vous avez sur votre table basse une tonne de trucs qui n'en finit pas. Voilà, la marchandise était une sorte de bonheur à venir. Et puis, il revient historiquement sur un truc qui serait long, mais qui va avec l'époque moderne. Alors, autopublicité. J'ai fait des petites vidéos en ligne pendant le confinement sur l'invention de la modernité entre 1800 et 1950. L'idée de nouveauté, en fait, c'est-à-dire quelque chose est nouveau et donc bien. On le voit chez Delaunay, qui va intégrer la publicité dans sa propre peinture en 1913. Alors, les deux types de solutions, elles sont redoutables. Ils consacrent un chapitre entier à ça. C'est l'idée de changer la garantie. Il donne des choses tout à fait concrètes que Cucheillan, c'est-à-dire, c'est simple, vous avez un objet qui garantit, la plupart du temps, les gens le rapportent, puisque vous savez que l'objet, c'est pas que de l'obsolescence, c'est pas que l'objet est programmé pour disparaître et mourir, c'est tout simplement que quand l'objet est encore sous garantie, vous allez le rapporter la plupart du temps, jusqu'à 80% de fois, vous le rapportez pour le faire réparer, et petit à petit, vous le reprenez et il dure plus longtemps. Et ce que dit Cucheillan, qui est intéressant, c'est que finalement, si on oblige cette garantie à être plus longue, on va avoir tendance, et l'État peut intervenir sur ce sujet-là, on va avoir tendance à garder les objets plus longtemps et à les faire réparer plus longtemps.
Alors, il y a un double effet qui se coule, voilà, parce qu'il dit c'est finalement assez simple. Voilà, selon les objets, vous doutez qu'on fait plus facilement réparer une montre qu'une imprimante, mais parce qu'on a intégré aussi le fait que l'imprimante, elle a tendance à se péter tous les 4 matins. On n'a pas le même rapport affectif aux objets, ils changent de force pour nous. Et puis l'enjeu qui fait qu'il y a un chapitre entier, c'est que qui va garantir en fait? La garantie a 3 identités pour lui, c'est-à-dire si vous dites qu'un produit est garanti 10 ans, 20 ans, ça peut donner l'impression, la garantie comme signal, ça peut donner l'impression au consommateur que c'est sûr. En même temps, s'il est garanti, ça peut donner aussi l'impression que ce n'est pas si sûr, hein, et que s'il n'était pas garanti, il serait sûr dessus. Voilà, et c'est ce que je vous disais là. Marx dit la marchandise devient réelle quand elle est vendue. Alors finalement, il dit la moralisation du capitalisme dont les gouvernances gargarisent pourrait être simple. Il faudrait que la responsabilité induite dans le produit soit de 10 ans. C'est-à-dire qu'on intègre le fait que l'objet puisse durer plus longtemps. Alors j'ai mis juste l'en-tête parce que tout le monde sait ce que c'est les extensions de garantie. Il décline aussi le fait que les vendeurs ont une marge sur la capacité de mettre des extensions de garantie en disant voilà, le produit est garanti 2 ans, mais enfin 2 ans et plus 10 jours, ça m'arrive souvent de voir des clients qui le rapportent en pleurant. Une petite extension de garantie, c'est pas mal. Il donne les chiffres, c'est-à-dire c'est une quantité d'argent énorme, l'extension de garantie, qui fait que comme on est flippé de perdre nos produits, on achète en plus quelque chose qui n'est pas dans l'objet lui-même. Voilà, c'était une sorte d'aveu de la part de la firme. Les marchandises que je vous vends ne tiendront pas jusque-là. Il serait mieux de prolonger la garantie. On pourrait penser que le marchand n'a pas d'intérêt à ce que l'objet soit solide. Et finalement, quand il refait l'historique de cette garantie, ce sont les assureurs qui, la plupart du temps, ont poussé à créer, il en fait tout un chapitre aussi qui est passionnant, les associations de consommateurs qui vont créer des tensions par rapport aux fabricants parce que l'assureur se rend compte que quand l'objet ne marche plus, c'est lui qui passe derrière pour les bagnoles, pour les choses comme ça. Et donc, il a plutôt intérêt que l'objet dure très longtemps. Alors, la deuxième hypothèse, il va parler des objets. Comment les objets peuvent être transformés? Ils peuvent être facilement réutilisables. Voilà, parce que le chiffre clé, c'est que finalement, un ordinateur, en 1985, il durait 11 ans et en 2015, il dure 4 ans. C'est-à-dire que c'est l'obsolescence programmée, vous savez ce que c'est, c'est-à-dire que l'objet est programmé pour ne pas… Voilà, 44% des produits électriques et électroniques en panne sont réparés. Par contre, ce que dit Kecheyan, qui est passionnant, c'est que l'obsolescence programmée, on a tous une petite idée, on fait exprès que ça ne dure pas très longtemps et donc on a envie que ça soit nouveau et on va racheter un truc simple. Mais finalement, il dit qu'il faudrait ouvrir la boîte noire de la marchandise, ça se fait. Il y a une façon qui est encore plus simple que de ne pas faire de l'obsolescence programmée, c'est fabriquer un objet qui ne soit pas ouvrable. C'est-à-dire, si au lieu de visser, tu colles, ça casse quand tu l'ouvres. Il y a des tas de façons dans le produit qui est fabriqué. Voilà, historiquement, le design est plutôt du côté du progrès. C'est là où je dis que c'est les collaborateurs du système. J'aime beaucoup les designers et leur créativité, mais on a heureusement des designers qui sont engagés politiquement, qui fabriquent de plus en plus des objets qui sont accessibles à tous, des possibilités de les réparer par soi-même. Voilà, il dit stabiliser le système des objets, c'est aussi, c'est-à-dire réfléchir comment ils sont fabriqués, comment on pourrait leur donner une vie plus longue. L'allongement de la durée de garantie, c'est aussi un autre argument qui n'est pas connu de moi, donc peut-être de vous, sauf dans une minute. C'est-à-dire qu'on pourrait afficher un prix d'usage. Tout simplement, ce que vous achetez un objet, voilà, du choco, ça coûte 1 €, tu le bouffes. Et puis, j'achète par exemple une imprimante, c'est pas cher, c'est 50 balles. Par contre, les cartouches, sur la durée de vie, c'est 2000 balles. Et, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le consommable, en fait, bientôt, on vous donnera l'imprimante, parce que c'est le consommable qui coûte. Et ce que propose Kecheyan, mais il y avait déjà ça chez Marx, c'est que dans le prix initial, il y ait à côté le prix d'usage, c'est-à-dire le prix que ça te coûtera en tout, ce qui fait que tu aurais peut-être une façon un peu différente de l'acheter et de te choisir celui-là plutôt que celui-là. Voilà, la valeur d'usage, ça serait… on peut avoir un prix modique et puis on peut avoir quelque chose qui soit d'un coût très, très élevé. Le commerce équitable fait un peu ça, c'est-à-dire tout ce qui a servi à fabriquer ma tablette de chocolat, à quel endroit va être reversé l'argent, combien touche le type qui a produit, c'est écrit sur le chocolat. Et donc, je choisis, si j'ai envie de faire changer, oui, on est au cœur de l'attitude des consommateurs, c'est là où ça va avec Gortz. C'est-à-dire, si je veux sortir de ce système-là, je peux, par des informations et des choix,
faire levier sur le système. Et puis, il dit que finalement, cette façon d'user des objets, la valeur d'usage prime, et puis finalement, ce ne soit pas de le posséder qui est important, ça ressemble à de la location. Ça ressemble au fait que personne ne possède l'objet, mais qu'on possède sa valeur d'usage et que pour les bagnoles, ça pourrait se faire très facilement. En Allemagne, quand vous emménagez dans certains quartiers, il y a 1 à 3 voitures pour le quartier que vous réservez par une petite centrale et puis elle n'est à personne. Finalement, il y a des tas d'endroits où le principe de location a l'économie tout entière. Alors, si on va dans le concret, si vous ne savez pas ce qu'est un Fairphone, c'est tout simplement un téléphone qui est livré en plein de morceaux et que vous allez pouvoir assembler vous-même et qui fait que quand quelque chose va être cassé, vous allez pouvoir changer qu'un petit bout. Parce que, dernière chose concrète, vous voyez, j'étais sur les garanties, le système des objets qui pourrait avancer. Il va parler, que Cheillan va parler de biens émancipés. Il dit il y a des biens émancipés, ça serait une façon de faire de l'anticapitalisme par les objets, pas seulement dans une contrainte politique extérieure. C'est une condition de la désaliénation, de ne plus être dans le rapport. Parce que ce qui est important là, c'est qu'il dit je ne suis pas en train de dire il ne faut plus acheter ou il ne faut plus consommer. Il dit il faut qu'on trouve ce qui est prioritaire pour nous ou pas. Alors, c'est simple à résumer. Un bien émancipé a 4 caractéristiques. Il est robuste, c'est-à-dire il peut durer assez longtemps. Et il est robuste, il y a une façon de le regarder, c'est que par exemple, vous voyez, un gobelet en plastique, c'est peu coûteux. Par contre, une fois utilisé, il devient un déchet polluant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à évaluer l'espèce de coût entre la fabrication, la diffusion et son impact après. Il dit par exemple, je peux aussi, par cette raison-là, si j'ai une vieille voiture, racheter une plus récente qui est électrique et qui va polluer, mais qui, si on met les choses l'une par rapport à l'autre, qui va peut-être moins polluer que la vieille voiture. Il faut qu'on ait des outils pour savoir... oui, c'est là où justement l'objet ne va pas être tout seul. Il faut qu'on voit qu'est-ce qui a coûté pour le fabriquer et qu'est-ce qui a coûté pour le diffuser après. Et la deuxième chose, c'est que le bien émancipé soit démontable. C'est là où emboîter, visser, ce n'est pas la même chose que coller. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Fairphone. Oui, mais le simple fait que l'objet soit comme ça, c'est déjà une petite possibilité. C'est la différence entre faire ton cassoulet toi-même et l'acheter tout fait. Si tu n'aimes pas les lardons, c'est mort. La troisième chose, c'est son interopérabilité, c'est-à-dire que ça, vous le savez, avec un chargeur, c'est-à-dire il faudrait que je puisse acheter un chargeur qui aille sur tous les téléphones. Voilà, puisqu'on fait des déchets électroniques. Et puis enfin, il est évolutif, c'est-à-dire il y a possibilité de le démonter et de rajouter des extensions qui changeraient la façon de le faire. Alors, un dernier clin d'œil, puisque j'ai une femme dans la salle, il parle, qu'est-ce qui fait que si on fait ça, on ne vit pas comme des préhistoriques avec des objets moches, parce que c'est ce qui a été reproché aux écolos, d'avoir du papier cul marron qui ne soit pas sexy, il faut qu'il soit rose, qu'il soit rouge, qu'il clignote, c'est pas un truc un peu marrant, alors que ça finit à la poubelle. Voilà, il dit comment on peut rendre cette transition désirable. Il parle de communisme du luxe, c'est-à-dire on pourra avoir des biens qui soient communs, qui ne soient pas petits. Et d'où vient cette notion de communisme du luxe? Il vient des communards, c'est-à-dire le fait qu'à l'échelle d'une commune, on pourrait décrire, voilà, dans les sociétés capitalistes, le luxe c'est plutôt pour l'élite. Et là, il s'agirait de savoir quand on le fabrique, comment il a été fabriqué et comment chacun va pouvoir s'en saisir. Ma conclusion, 6, on est dans les temps, monsieur Théo. Voilà. À peu près. Ah non, celui-là, il ne faut pas que j'en cause. On ne va pas s'en sortir. Démocratisation, voilà. Quels outils il propose politiquement? Voilà. Pour trouver une boussole dans la crise, il faut regarder historiquement en arrière et puis imaginer des solutions possibles. Ce n'est pas évident, sur le sujet. L'air de rien, il ne s'agit pas du tout, j'ai essayé de le montrer, que de dire je ne veux plus désirer des choses superficielles. Et alors, sur l'objet collectif, comment est-ce qu'on va se débrouiller? On pourrait s'inspirer ici des groupes de parole féministes des années 70. Dans ces groupes, on discutait des aspects les plus intimes de la vie en les mettant en lien avec la politique. Ces groupes permettaient aux femmes de sortir de l'isolement, de discuter de l'oppression dont elles étaient victimes et aussi de prendre conscience de leur force lorsqu'elles s'organisent. S'accorder sur des besoins authentiques, respectueux de l'environnement,
pourraient prendre place dans des collectifs du même type. Tout en combattant le consumérisme, ces collectifs pourraient influer sur le type et la quantité de marchandises produites. C'est peut-être l'une des voies futures de la radicalisation de la démocratie et aussi du dépassement du capitalisme. Voilà, ce qui veut dire par là, c'est que la commande collective, quand elle est échangée et partagée dans un groupe, c'est les groupes de contestation. Voilà. Et dernière chose, ça me donnera peut-être un sujet pour l'année prochaine. Dominique Bourque est philosophe, il parle d'une assemblée du futur, c'est-à-dire fabriquer en plus de l'Assemblée nationale et du Sénat une troisième qui serait en charge de l'avenir, c'est-à-dire qui penserait les futurs objets, les futurs... Cette proposition s'autorise d'un constat, c'est-à-dire il y a une myopie des démocraties qui n'est pas à une échelle de décision politique capable de voir beaucoup plus loin. Et cette Assemblée du futur serait composée de 3 collèges de 50 députés. Un premier formé de citoyens lambda serait tiré au sort dans la population. Un deuxième composé de spécialistes de l'environnement. Et un troisième des membres de la société civile organisée, ONG, associations, syndicats, entreprises. J'avais promis qu'on se quitterait sur un truc optimiste. Voilà, la sobriété ne peut s'organiser que collectivement. À la mois prochain.